Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h35, très précisément, sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias. Et les quotidiens israéliens mentionnent ce matin en évidence, bien entendu, la démission inattendue de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Et les journaux soulignent qu'elle a annoncé qu'elle n'avait pas l'intention de briguer la présidence des États-Unis en 2020. Je continuerai à travailler pour le président Trump à l'extérieur, a-t-elle dit. Les journaux soulignent également le soutien inconditionnel apporté au cours des 2 dernières années par Nikki Haley à l'État d'Israël. Et le Israël Hayom a décidé de lui rendre hommage en inscrivant en une de son édition de ce matin une phrase en anglais: ambassadrice Nikki Haley, merci. Israël vous remercie. Et dans un éditorial, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, écrit merci. Justement, Danny Danon écrit « Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour Israël et pour le peuple juif. Nous vous remercions pour vous qui avez été la combattante pour la justice et pour la vérité. » Et dans cet édito, Danon explique également que jamais Nikki Haley n'a craint d'être en minorité dans la défense d'Israël aux Nations Unies. Et le journal reprend quelques-unes des déclarations les plus fortes de Nikki Haley en faveur de l'État d'Israël au cours des 2 dernières années. Dans le Yediot Aharonot, Danny Gilerman, un autre ambassadeur d'Israël à l'ONU, écrit « Nous languissons déjà Nikki Haley. C'est un coup dur pour Israël », comme l'a dit tout à l'heure Tzvi Mazel à notre micro. Elle a fait souffler un souffle nouveau à l'ONU par ses déclarations fermes pour dénoncer l'hypocrisie des Nations Unies. Mais je suis sûr que nous allons la retrouver à d'autres fonctions plus importantes, peut-être même comme présidente des États-Unis, a dit Danny Gilerman. Selon certaines sources, l'une des raisons qui aurait poussé Nikki Haley à quitter les Nations Unies serait son mécontentement face au plan de paix américain au Proche-Orient, dont elle est l'une des seules diplomates apparemment à connaître l'intégralité. Les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision ont brossé hier un portrait très élogieux de l'ambassadrice Nikki Haley, qui, dès son arrivée dans le Palais de Verre à New York, n'a cessé de défendre bec et ongle l'État d'Israël, en particulier devant le Conseil de sécurité, face aux nombreux ennemis de l'État hébreu dans ce forum international. Le reportage revient également sur les déclarations de Haley pour justifier la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine, sur ses reproches très cinglants de ces derniers mois envers Mahmoud Abbas et sur sa lutte incessante contre le BDS. Le Shlomo Shamir, dans le Maariv, affirme que l'explication de ce geste par Ali, selon laquelle il faut qu'un diplomate sache se mettre le moment venu sur le côté, sur la touche, ne tient pas, et il estime que cette démarche est de facto l'expression d'une critique de Nikki Haley envers le président américain Donald Trump. En quittant l'ONU, Nikki Haley affiche clairement son intention de briguer un poste plus important dans l'administration Trump, et ce poste pourrait être celui de secrétaire d'État. Qui va remplacer l'ambassadrice ? Les estimations des quotidiens israéliens ce matin varient. On avance les noms de Jared Kushner, le gendre du président, même de son épouse Ivanka Trump, mais cette éventualité a été balayée durant la nuit. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur ce que le Israël Hayom appelle le spectacle inattendu, encore une fois inattendu, du Premier ministre hier à l'occasion de l'annonce de la nomination du nouveau gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron. En effet, il faut souligner que d'abord, depuis sa réélection en 2015, le Premier ministre Netanyahou n'a quasiment jamais accordé le moindre entretien, le moindre interview à la presse, ni à la presse ni aux médias israéliens. Or hier, après avoir fait cette annonce sur laquelle nous allons revenir, M. Netanyahou, qui semblait en pleine forme, a lancé aux journalistes « Vous voulez poser des questions ? Alors allez-y !» Et cela a donné lieu à un véritable déluge de questions sur divers sujets à l'ordre du jour. Ainsi, et voilà donc les réponses du Premier ministre. À propos d'élections anticipées, M. Netanyahou a déclaré « Je ne peux pas vous dire si les élections seront anticipées car nous nous efforçons de résoudre des problèmes comme la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. La question reste donc ouverte. À propos des enquêtes le concernant, mes collègues ministres, a dit Benjamin Netanyahou, pourront témoigner que cela n'entrave pas du tout mon travail. À propos de l'éventualité qu'il puisse utiliser son immunité parlementaire pour continuer à exercer ses fonctions, même après la présentation par le conseiller juridique d'actes d'accusation contre lui, je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher sur cette option, mais je la vérifierai. À propos de l'attentat de Barkhane, le Premier ministre a affirmé que cela ne prendra pas encore beaucoup de temps avant que nous arrêtions le terroriste. À propos de la tension dans le sud du pays, il a affirmé qu'à la suite des mesures prises par Israël, le Hamas prend garde, mais de son côté, Israël n'aspire pas à déclencher une guerre superflue, dit Benjamin Netanyahou.
Je vous le disais à l'instant, le Premier ministre a fait cette conférence de presse impromptue peu après avoir annoncé la nomination du professeur Amir Yaron comme prochain gouverneur de la Banque d'Israël en remplacement de Karin Ploug, qui quitte ses fonctions dans un mois. Les journaux brossent le portrait de ce professeur d'économie israélien de 54 ans qui a quitté le pays il y a 20 ans pour s'installer aux États-Unis et enseigner dans certaines des grandes universités américaines. Certains commentateurs espèrent que le manque d'expérience sur le terrain économique de ce chercheur ne sera pas un handicap, et d'autres soulignent que cette nomination a déçu certains experts économiques israéliens qui ont déploré que le Premier ministre soit allé chercher à l'étranger un candidat alors qu'il y en avait plusieurs compétents ici même. Les Hadashot ont diffusé hier soir un reportage sur l'opposition farouche de parents endeuillés au plan du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, un plan visant à devancer la libération de terroristes, et ce pour des raisons de manque de place dans les maisons d'arrêt israéliennes. De facto, dès la rentrée parlementaire, la semaine prochaine, un projet de loi doit être déposé visant à désengorger les prisons israéliennes qui sont surpeuplées. Selon ce projet de loi, même des terroristes qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 années de détention pourront bénéficier d'une réduction de peine afin donc de réduire le nombre de détenus dans les prisons. Hier, 93 familles israéliennes qui ont perdu des proches dans des attentats terroristes ont supplié le ministre de la Sécurité intérieure de ne pas cautionner une telle démarche, car selon eux, cela conduira des terroristes avec du sang sur les mains à revenir dans l'engrenage de la violence. Le ministre, Gilad Ardan, a répondu qu'il avait l'intention de faire une distinction très nette dans ce projet entre les détenus de droit commun qui pourront bénéficier de cette réduction de peine et les détenus sécuritaires, les terroristes qui ne pourront pas être inclus dans une telle initiative. Et ce, même si selon le conseiller juridique du gouvernement, qui a été interrogé sur la question, la Cour suprême, elle, ne pourrait pas accepter une telle distinction. Les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent le terrible drame qui s'est produit hier soir dans la localité orthodoxe de Beit Arlit. Deux jeunes enfants, Tzvi et Efrat Ginsburg, respectivement 2 et 4 ans, ont péri dans l'incendie de leur appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête de la police et des pompiers, leurs parents ne se trouvaient pas à la maison au moment du drame. Apparemment, il n'y avait même pas de babysitter. Leurs 3 plus grandes sœurs, dont la plus grande a 12 ans à peine, ont réussi à fuir les flammes qui ont ravagé l'appartement. Les journaux nous montrent des photos justement de ces flammes s'échappant de cet appartement. Le Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa première page à une révélation qui se rapporte à l'un des drames militaires les plus connus en Israël, la disparition des 3 soldats Yehuda Katz, Tzvi Feldman et Zecharia Baumel Zichronam Livracha lors du terrible combat de Sultan Yaakov en juin 82 durant la première guerre du Liban. Le Yediot Aharonot révèle que les services de renseignement militaires israéliens ont l'intention de fermer définitivement ce douloureux dossier. Nous avons fait tout ce qui est humainement possible pour retrouver leur corps, mais il y a un moment où il faut accepter la réalité et dire « ça suffit », a déclaré l'un des responsables de ces services de renseignement. Cette annonce a provoqué la colère des 3 familles qui s'opposent fermement à la fermeture de ce dossier. Tant que nous serons en vie, eh bien cela ne se produira pas, ont déclaré les membres de ces 3 familles. Officiellement, le porte-parole de Tsahal a déclaré hier que l'armée poursuivrait ses efforts pour ramener à la maison les 3 disparus, sans plus de précision. Et puis enfin, restons en une du Yediot Aharonot qui révèle la découverte par des archéologues d'une pierre sur laquelle figure en hébreu ancien le nom de Hanania ben Dodlos de Yerushalayim. Cette pierre a été découverte dans les fouilles archéologiques près du palais de la Nation de Binyan Yaouma à l'entrée de la capitale. Et selon les experts, il s'agit là de la première pierre datant de l'époque du Second Temple qui mentionne en toutes lettres le nom de Jérusalem, en hébreu donc Yerushalayim. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h44 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Daniel Guggenheim pour parler économie. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.